Plongez-vous dans les coulisses de la diplomatie africaine avec cette conférence de presse. Vous êtes sur le point d'assister à la conférence de presse conjointe des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et togolais Faure Gnassingbé. Derrière les portes closes, ces deux dirigeants ont engagé des discussions intenses, émergeant ensuite pour partager avec la presse l'essentiel de leur échange. Ce n'est pas seulement une rencontre protocolaire, mais un moment crucial où les destins de plusieurs nations se croisent. La crise sociopolitique qui étreint l'Afrique de l'Ouest, les départs tumultueux du Mali, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, autant de sujets brûlants qui seront abordés avec une profondeur dans ce point de presse. Ce n'est pas seulement un dialogue entre deux hommes d'État, mais une quête de solutions pour une région en proie aux turbulences politiques. Sous les feux des caméras, le président togolais Faure Gnassingbé endosse le rôle de médiateur, cherchant à concilier les divergences et à offrir la voie vers une sortie de crise. L'enjeu est immense, surtout après le coup d'État déstabilisant qui a secoué le Niger en juillet 2023, exacerbant ainsi encore les tensions. Suivez pas à pas les interventions d'Alassane Ouattara, suivies de près par celles de Faure Gnassingbé. Chaque mot, chaque geste, chaque regard échangé portera le poids des espoirs et des défis d'une région en quête de stabilité. On note deux hommes tendus, voire crispés, signe des divergences des points de vue sur la crise au sein de la CEDEAO. Ne manquez pas cette occasion de vous tenir au courant des développements les plus cruciaux de l'actualité africaine. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour être informé en temps réel de toutes les avancées qui façonneront le destin du continent africain. Suivez à présent la conférence de presse. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer nos stratégies de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets,
il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes, l'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent, ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et moi-même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que tel parti a raison, notre parti a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité et des populations qui vaguent librement à leurs occupations. Que nous reprenions le cours des événements. Nous sommes convaincus que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois pour nous dire des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler. Parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle de la CEDEAO des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples-là. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation, mais l'objectif reste le même. La paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Donc nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir en nous donnant rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de trouver une solution. Merci, Monsieur le Président, pour vos... 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués. En
23? Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, était au Niger il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite de regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Onfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas?
ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria, c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce que eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique et politique, quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Vous me direz qu'il est marginal. Un seul pays de la CEDEAO qui n'importe pas. Il suffit que l'Inde décide de ne plus permettre l'exportation. La CEDEAO se retrouve à terre, en train de chercher comment, par quelle voie passer pour nourrir les peuples. Ce n'est pas une caractéristique propre aux États de l'Alliance du Sahel. Prenez un à un tous ces États zélés qui veulent nous faire la guerre et étudier leur économie pour voir la dépendance de cette dernière avec les autres organisations, mais ce n'était pas des organisations, et ce ne sont pas des organisations de le cadre de la CEDEAO. Nous importons tous de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Pakistan, de la Turquie. Tous les biens, de façon générale, nous importons au sein des pays, non pas de la CEDEAO, mais d'autres structures. Puisque ce que je dis, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent ou non. Pour ce qui est du domaine politique, rassurez-vous que à travers l'Alliance des États du Sahel, que les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. Ce sont les fantômes qui voient les fantômes. Les humains voient les humains. Les humains peuvent à la limite voir les fantômes, mais ça, c'est Dieu qui décide. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous,